Nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il est question de la gestion des locataires en copropriété divise. Et ça inclut également non seulement la location de bail qui ont des termes d'un an, mais également la location de type Airbnb. Alors, on a un sujet, on a une heure, on va passer une heure ensemble, très intéressant. Beaucoup de choses à dire sur la question. Et je suis avec mes trois invités aujourd'hui. Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Bonjour, Maître Papineau. Bonjour. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages, qui fait beaucoup dans la copropriété. Bonjour, Vincent. Bonsoir. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Alors, un petit partage d'écran avant qu'on commence pour vous rappeler que sur condolégal.com, vous pouvez aller, on va refaire le partage parce que ça me fait le coup chaque fois, parce qu'on va en Facebook Live en direct et c'est pour ça qu'on voit toujours ça la première fois. Mais là, on voit le site condolégal.com. Vous pouvez aller donc sur condolégal.com, la page d'accueil, la bannière que vous voyez, le coronavirus en copropriété, qui va changer bientôt d'ailleurs, parce que là, le coronavirus, tout le monde commence à en avoir souffert du coronavirus. Je ne veux pas dire tout le monde commence à en faire une indigestion. Alors, le coronavirus en copropriété, vous cliquez sur cette bannière qui vous amène directement aux émissions précédentes, aux web radios précédentes que nous avons produites. Nous produisons depuis deux mois et demi déjà. Alors, je le dis parce que c'est important pour ceux qui veulent revoir les émissions en rediffusion. La gestion des locataires en copropriété n'est pas toujours une mince affaire. Surtout que dans plusieurs immeubles détenus en copropriété divise, les locataires sont nombreux à côtoyer des copropriétaires. Bon, au point de rendre les assureurs parfois circonspects, ça dépend de l'assureur, Vincent Gaudreau saura nous le dire, car selon eux, ils augmentent le risque assurable d'un syndicat de copropriétaires. Alors, Vincent pourrait nous dire, nous donner tous les détails là-dessus. Il existe d'excellents locataires, on s'entend, hein, mais on ne peut pas en dire autant de tous ceux qui louent un condo. Il y en a de même pour certains copropriétaires qui contrôlent mal leurs locataires au point que ces derniers dérangent la quiétude d'une collectivité de copropriétaires. Cela est d'autant plus vrai s'il s'agit de location de type hôtelière et que c'est mal fait, que c'est pas fait dans les règles et que le syndicat l'interdit, mais un copropriétaire le fait quand même, et même un locataire parfois. Donc, on parle de location de type Airbnb, de type hôtelière, c'est moins de 30 jours. Les choses seraient pourtant simples. Tous les copropriétaires bailleurs opposaient le règlement de l'immeuble. Alors, locataire, on va en parler avec Maître Papineau, tout ça, c'est dans la loi. Le copropriétaire bailleur doit opposer le règlement de l'immeuble qui se trouve dans la déclaration de copropriété à son locataire avant la signature du bail, de sorte que le locataire dise « Oui, j'ai lu les termes du règlement de l'immeuble, je sais de quoi il s'agit, je sais dans quoi je m'embarque. » Donc, Yves Papineau, mis à part les copropriétés dont la destination est de type villégiature, on sait que dans le nord, dans la Laurentide, ce sont des condos situés près des bandes de ski. Bon, là, on permet la location de type Airbnb. Mis à part ces types de copropriétés qu'on appelle de type villégiature, est-ce qu'on s'entend pour dire que la plupart des déclarations de copropriété ne permettent pas la location de moins d'un an? Normalement, comme vous dites, la majorité des déclarations ne le permettent pas. Même quand les gens n'ont pas de problème à ce qu'il y ait des locataires, c'est rare qu'on va avoir des locataires à court terme. Donc c'est une généralisation, c'est généralisé dans la plupart des déclarations de copropriété, sauf celles de type hôtelière. Donc, depuis le 1er mai 2020, de nouvelles obligations pour les copropriétaires sont entrées en vigueur pour les copropriétaires. En fait, ça les oblige à fournir une copie des dispositions permettant la location de type Airbnb qui sont prévues dans le règlement de l'immeuble. À défaut de le faire, tout copropriétaire devra obtenir l'autorisation de son syndicat pour s'adonner à ce genre d'activité. Cela dit, si votre syndicat permet ce type de location, il y a néanmoins des règles à suivre et vous pouvez consulter une fiche pratique sur condolégal.com dans la section « Vos droits », la location de type Airbnb, être conforme à la loi. Si je retourne
derrière, ici, vous voyez la fiche pratique, l'allocation de type Airbnb dans la section Vos droits ici. Vous allez dans la sous-fiche être conforme à la loi. Et dans cette sous-fiche, on explique notamment qu'un copropriétaire qui désire exploiter un établissement d'hébergement touristique doit être titulaire d'une attestation de classification qui est délivrée par Tourisme Québec. C'est un document qui est pris, évidemment. Pour l'obtenir, il faut en faire la demande au mandataire désigné par Tourisme Québec, à savoir la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Alors, vous allez là et toutes les informations s'y trouvent. Cette dernière adressera un avis à la municipalité, à l'arrondissement ou à la municipalité régionale de comté concernée. Alors, les amendes, si vous exploitez votre appartement à des fins de location de type hôtelière, vous exposez à des amendes salées, comme on peut voir ici, 2 500 $ à 25 000 $ par jour pour une personne physique, 5 000 $ à 50 000 $ par jour pour une personne morale. Maître Papineau, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le nouveau règlement du 1er mai, c'est un bon règlement? Effectivement, parce qu'en plus, il permet aux syndicats d'écrire à Airbnb puis leur dire, écoutez, il y a quelqu'un sur votre plateforme qui annonce dans notre immeuble et il annonce en contravention de vos normes et de la réglementation et on vous demande de l'enlever. Et normalement, Airbnb devrait le respecter. Donc, effectivement. Donc, mais est-ce qu'on peut, Vincent, est-ce qu'on peut craindre que les plateformes comme Airbnb ne vont pas nécessairement demander à un copropriétaire est-ce que votre déclaration de copropriété le permet ou est-ce que votre syndicat le permet? Ben, en fait, faut s'interroger à quel point ils vont être proactifs là, pour valider que les gens qui font de la location court terme ont le droit de le faire. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça donne un bel outil pour les gestionnaires. Je pense que Mme Couture pourra le mentionner. Dans les dernières années, il y a eu des jeux de chat et souris dans les bâtiments pour détecter ceux qui faisaient de la location court terme, tout ça. Là, les gestionnaires vont avoir un bel outil dans les mains pour aviser les plateformes, dire en passant, cette copropriété-là n'a pas le droit d'être en location court terme. Donc, je pense que c'est certainement un pas positif. Valérie Couture, comment vous gérez dans vos copropriétés, parce que vous êtes gestionnaire de copropriété, mais également, vous êtes propriétaire d'un immeuble ou d'immeubles qui compte des logements locatifs. Hein? Alors, vous avez quand même vous êtes bien branché, vous avez une bonne connaissance du dossier. En copropriété, comment vous gérez les syndicats de copropriétaires qui permettent ou ne permettent pas la location de type Airbnb et quelles sont vos interventions si nécessaire? Comment vous intervenez pour interdire, par exemple, une location de type Airbnb à laquelle un copropriétaire s'adonne sans qu'il en ait le droit? En fait, il y a une situation qui est plus problématique dans certains secteurs. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont plus prisés pour la location Airbnb que d'autres secteurs. Il y a des immeubles aussi qui sont mieux organisés pour la réglementation et tout ça, donc qui ont déjà eu des mauvaises expériences et ont pris les mesures nécessaires, ont passé des règlements conformes en disant chez nous, ça n'est plus permis. Pour louer, il y a des logements, il y a des syndicats que c'est 6 mois et plus, il y en a que c'est 1 an et plus. Dans les syndicats de copropriété, je pense qu'il y a eu une très, très grande part qui a amené les gens à s'outiller pour pas vivre des histoires comme on a pu entendre dans certains immeubles au Québec ou à Montréal. Moi, je suis propriétaire immobilier. J'ai quand même beaucoup de logements avec mon mari. Et la location, je le dis toujours, ce qu'on entend, c'est toujours le 5 ou 10 % de films d'horreur, si on peut dire, mais il y a 90 % des gens qui sont des bons locataires. Il y a aussi des locataires qui sont dans des copropriétés où les copropriétaires en tant que tels font pas le bon suivi. Le syndicat a le droit de recevoir l'information du copropriétaire, se doit de recevoir ça, copie du bail, etc. Quand on est un copropriétaire diligent, on s'assure que notre suivi est bien fait. Comme ça, on risque moins d'avoir de problèmes. Et l'erreur qu'on fait, ça fait depuis 31 ans que j'ai des logements. Donc, dans les 31 dernières années, j'ai très rapidement compris que l'erreur qu'on fait quand on accepte un locataire, c'est quand on signe le bail. Il faut s'assurer de faire une vérification diligente pour ne pas rentrer n'importe qui. Et malgré ça, il y a une marge d'erreur, mais il faut du moins
faire quelque chose qui a du sens, dans le sens de faire remplir une offre de location, de faire une enquête de crédit avec un historique de location, enquête à la régie du logement et tout ça, et on risque moins d'avoir de problématiques. Fait que c'est sûr que quand on est le copropriétaire qui loue une unité, bien, notre expertise, notre expérience dans ça est moins importante. Et il faut faire attention parce qu'aussi, je laisserai M. Gaudreau en parler plus largement, mais c'est sûr qu'au niveau des assurances, ça peut avoir un impact si on a trop d'unités en location ou si on a eu trop de mauvaises surprises. Nous autres, actuellement, on a un syndicat de copropriété qui a été plus assuré parce que les locataires ont fait 2 gros dégâts d'eau. Et l'assureur s'est retiré à cause de ces 2 sinistres-là. Fait que, tu sais, c'est juste une question d'encadrement et de respect de chacun et des règles de fonctionnement. Parce que, Valérie, vous serez d'accord avec moi pour dire que dans certains immeubles détenus en copropriété divise, certains copropriétaires investisseurs peuvent avoir acheté 4, 5, 6 unités et ils les louent, ils se donnent à la location de type hôtelière. Vous devez voir ça parfois dans certains de vos immeubles. Est-ce que c'est le cas? Maintenant, c'est de plus en plus rare. J'ai dans des syndicats de copropriété des investisseurs qui ont des fois 10 ou 15 condos dans la même immeuble. Et je vous dirais que de ce côté-là, quand moi, les gens avec qui je travaille dans plusieurs syndicats qui ont plusieurs condos comme ça, ils s'en occupent beaucoup parce qu'ils ont un effet beaucoup plus pécunier à bien gérer leurs choses. Tandis que si j'ai 1 ou 2 condos, bon an, mal an, je m'en occupe plus ou moins bien, ben c'est plus des fois avec ces copropriétaires-là qu'on a de la difficulté parce qu'ils ont une méconnaissance de la location. Ouais, je comprends. Il existe, Maître Papineau, 2 articles dans le Code civil du Québec que nos auditeurs devraient connaître s'ils ne les connaissent pas déjà. L'article 1057, pouvez-vous nous le commenter, s'il vous plaît? Alors, l'article 1057, on va lire rapidement, là, nous dit le règlement de l'immeuble est opposable au locataire ou à l'occupant d'un immeuble. C'est quelqu'un qui occupe l'immeuble sans bord de bail. Et on nous dit, dès qu'un exemplaire du règlement ou des modifications lui sont apportées et lui sont remis. Alors, si on n'est pas sûr que le locataire copropriétaire les a remis, le syndicat aura le droit d'aller le remettre au locataire, en faire la preuve. Et le Code civil nous dit clairement que dès ce moment-là, le locataire est tenu de respecter les règlements, au même titre qu'un copropriétaire. Alors, ça, c'est important parce que le locataire ne peut pas dire, ben, mon locataire copropriétaire ne m'a pas averti, le syndicat a le droit d'aviser. Oui. Donc, il doit, le locataire, dire oui, j'ai lu le règlement de l'immeuble, oui, je suis parfaitement conscient de tous ces termes. Est-ce qu'il doit signer? Est-ce qu'il doit signer dans le bail? Oui, j'ai lu le règlement de l'immeuble. Mais regardez, c'est toujours mieux de le faire signer puis d'avoir une preuve parce qu'il va falloir en faire la preuve devant la régie du logement si on doit y aller. Et si le locataire dit non, je les ai jamais eus, puis on n'a pas une preuve, là, on a un problème. Alors oui, on le fait écrire sur le bail, oui, on lui fait recevoir copie si on lui remet après, mais c'est toujours mieux d'avoir une preuve, une signature ou des témoins ou quoi que ce soit. OK. Et il y a aussi l'article 1079, on va descendre plus bas, c'est un petit peu plus loin, pas tellement plus loin, mais quand même. Je pense que c'est un article intéressant du Code civil du Québec également. 1079, on y est presque. Le voici, le voilà. Maître Papineau, pourriez-vous nous le commenter, celui-là? Ça, c'est un article qui est très intéressant et assez méconnu. On sait qu'un bail est une entente entre un locataire et un locataire et il n'y a pas de troisième partie dans ça. Sauf que ce que vient nous dire l'article 1079, ça nous dit que le syndicat peut, après avoir avisé le locataire et le locataire, demander la résiliation du bail. Alors, le législateur a permis au syndicat de s'immiscer dans les relations locataire-locataire, aller à la régie du logement et demander l'annulation du bail si le locataire ne respecte pas les règlements et cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l'immeuble. Maître Papineau, vous représentez plusieurs syndicats de copropriétaires. Est-ce que vous avez souvent vécu des scénarios de ce genre? Être obligé, là,
de représenter un syndicat. Bon, en fait, est-ce que vous avez souvent vu des scénarios de ce genre, là, représenter un syndicat qui a des problèmes avec des locataires et que là, ils sont obligés de prendre les commandes parce que le propriétaire, soit qu'il est absent, il est à l'étranger, il ne gère pas ça. Il ne gère pas son locataire. Souvent, M. Cellier, c'est que ça ne les intéresse pas. Parce que s'ils mettent le locataire à la porte, ils vont avoir une perte de revenus. Alors, pour eux, c'est moins intéressant de mettre le locataire à la porte. Alors, mais est-ce que ça arrive souvent? Je vais vous dire, ça arrive de plus en plus souvent. Je me souviens, il y a plusieurs années, d'être allé à la Régie du logement et je suis pas certain que le régisseur connaissait cet article-là parce que, et on l'utilisait jamais, il n'y avait pas beaucoup à ce moment-là de locataires occupants. Maintenant, il y en a de plus en plus et de plus en plus, le syndicat est au courant et de plus en plus, on va à la régie et on intervient à la régie. Valérie, vous disiez tout à l'heure que les investisseurs, les propriétaires investisseurs qui ont plusieurs unités dans un même immeuble sont peut-être plus soucieux de prendre en charge leur appartement adéquatement que, par exemple, un propriétaire qui en aurait seulement qu'un. Est-ce que vous avez souvent, après, on revient avec Vincent concernant les locataires et par rapport à l'assurance, est-ce que vous devez souvent gérer ça, des situations où le propriétaire bailleur a mal choisi son locataire et là, vous avez des problèmes, il faut gérer ça. Et ça ne peut pas être évident tout le temps là, parce qu'on a des limites, on ne peut pas faire n'importe quoi en pareille situation. Ça arrive souvent, mais comme je dis, on reste marqué toujours avec les gens les pires cas, exactement. Mais justement, aujourd'hui, depuis 2-3 jours, je suis à accompagner une de mes copropriétaires qui a acheté un condo où est-ce que le monsieur a rentré un locataire juste à la dernière minute et c'est un cas très, très particulier. Donc, on est en train de gérer ça à coup de vous devez faire ci, devez faire ça, etc. Avec la situation du COVID, son dossier a été retardé. Fait que cette situation-là se poursuit. Mais en 90%, je le répète, ça va bien. Mais quand on doit gérer ça, c'est long. Les délais à la Régie du logement sont très longs. Pour les connaître, pour mon parc immobilier à moi personnellement, mais pour les syndicats de copropriété. Et je crois que les syndicats, des fois, attendent trop longtemps avant de s'investir dans le dossier parce qu'ils sont, comme Maître Papineau l'expliquait, ils sont en méconnaissance de jusqu'où je vais aller avec ça. Et moi, je crois que rapidement, le syndicat doit faire 2-3 lettres. Et après ça, on doit déjà inscrire à la régie parce que ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi avant de passer. Et pendant ce temps-là, il y a certaines personnes qui peuvent vivre des films d'horreur. Oui. Ben oui, tout à fait. Vincent, est-ce que vous constatez que dans les immeubles où on compte un certain nombre de locataires, dans les immeubles détenus en copropriété difficile, est-ce que vous constatez un plus fort taux de sinistre que dans les immeubles où il y en a moins? Il faudrait demander à un assureur. Peut-être que les assureurs ont plus de statistiques par rapport à ça. Par contre, c'est sûr que les assureurs, un immeuble qui a beaucoup de locations, puis encore là, il n'y a pas de seuil absolu pour tous les assureurs, toutes les situations, tout ça. Là, c'est évidemment, chaque situation est différente l'une de l'autre. Par contre, c'est sûr normalement, un immeuble où il y a beaucoup de locations, je pense entre autres à certains immeubles de condos dans le coin du centre-ville, le ghetto McGill, où c'est pratiquement du 100% location. Des immeubles où il y en a beaucoup, certains endroits aussi auprès du Vieux-Port, tout ça. Certains assureurs peuvent être inconfortables avec ce type de risque-là, puis ça peut limiter aussi un peu l'éventail d'assureurs avec lesquels on peut travailler pour assurer ce bâtiment-là. Mais jamais on parle de taux de location, là, généralement assez substantiel, là, du 70, 80, 90%. Souvent, on tombe dans certains plus gros problèmes. Mais par contre, même ceux qui en ont du 30-40%, selon l'assureur, selon la situation, par exemple, Mme Couture en parlait, un immeuble qui a beaucoup de sinistralité, ça peut avoir un impact aussi au niveau de la décision de l'assureur de le prendre ou non, d'accepter ou non ce risque-là en fonction de la location ou charger une surprime en conséquence. Ça peut arriver ça aussi. Est-ce que vous constatez que certains assureurs se retirent
en raison d'un taux de sinistralité trop élevé, notamment parce qu'il y a beaucoup de locataires dans un immeuble. Est-ce que on sait maintenant que les assureurs sont très frileux? En fait, ils se retirent à cause d'un taux de sinistralité. C'est la première chose. Au départ, s'il y a un mauvais taux de sinistralité, indépendamment de la raison, que ce soit à cause des locataires ou à cause de la malchance ou de mauvaise construction ou autre, là, on connaît tous les problèmes. Évidemment, ça arrive, là, puis ça se voit de plus en plus encore cette semaine. J'ai vu passer plusieurs dossiers. On le voit de plus en plus. Donc, je le dis toujours, c'est important pour un syndicat de copropriété de préserver son dossier de sinistre, essayer de les minimiser le plus possible, que ce soit avec ou sans locataire. Et de là, peut-être justement, là, ce que Mme Couture parlait, de sensibiliser les locataires à cette réalité-là, de les mettre au fait des règlements de l'immeuble, des différents outils de prévention qu'il y a. Je pense que c'est extrêmement important là, parce qu'évidemment, une réclamation, l'assureur, que ça vienne d'un locataire ou que ça vienne d'un copropriétaire, c'est une réclamation à votre dossier. Là. Évidemment, puis pour un syndicat de condo aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel vous devez faire attention. Bien, sans nommer personne, parlez-nous d'un cas de figure, parce que vous envoyez des dossiers en copropriété, vous envoyez tous les jours, vous évoluez à peu près dans le domaine de la copropriété divise. Moi, je me trompe. Parlez-nous d'un cas, d'un syndicat qui s'est vu refuser le renouvellement de contrat par son assureur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le syndicat a dû faire? À quelle assurance il a dû souscrire et à quel prix? On va finir ça tard ce soir. J'en ai plusieurs des cas comme ça. C'est assez régulier quand même. Là, on le voit de plus en plus, là, sans tomber dans le détail. Mais en fait, on voit. En fait, ce qui arrive là, au départ, il y a un phénomène global. L'assurance commerciale. Si vous me demandez dans mes 18 ans comme courtier d'assurance, c'est lequel le pire moment pour prendre une assurance commerciale pour tout type d'entreprise confondue, je vais vous dire que c'est aujourd'hui. Le marché est extrêmement difficile pour tout type de bâtiment, que ce soit du résidentiel, du commercial, de l'industriel. On a un marché qui est plus difficile présentement, clairement. Après ça, on a la réalité des syndicats de copropriété où on a une sinistralité qui est quand même assez importante. Depuis plusieurs années, on a fait des colloques là-dessus, on en parle beaucoup. C'est mieux que c'était, on avance. Je pense que de plus en plus, là, la rentabilité est dans ce secteur-là qui devient de plus en plus intéressante, mais c'est un secteur qui est fragile. Il y a encore beaucoup de dégâts d'eau, beaucoup de sinistres. Pour beaucoup d'assureurs, c'est un secteur qui est encore là, sous pression. Donc, évidemment, il y a certains assureurs qui prennent des actions pour protéger leur rentabilité en prenant des syndicats, en les renouvelant pas. On le voit de plus en plus. Donc, certains assureurs plus spécifiquement qui disent, OK, ben c'est un secteur qui est difficile, vous avez 2 réclamations, on ne renouvelle pas votre dossier. Quand votre dossier n'est pas renouvelé, bien là, évidemment, ça devient compliqué. Là, vous devez prendre des actions. Encore là, c'est assez complexe. Ça dépend de la situation. C'est des problèmes de construction, c'est des problèmes simplement de la malchance. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Quel type de bâtiment? Plus votre bâtiment est gros, plus vous êtes dans le trouble. Un plus petit bâtiment est généralement plus facile à replacer chez des assureurs sous standard. Un gros bâtiment, ça peut être pas mal plus compliqué. Donc, idéalement, c'est de travailler avec son assureur qui était votre assureur là, avant de refuser de vous renouveler. Voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour avoir un renouvellement de cet assureur-là. Le premier réflexe là, qu'un client devrait avoir, c'est de dire un assuré, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour travailler avec mon assureur actuel pour qu'il accepte de me renouveler? Parce que souvent, les conditions que cet assureur-là va vous donner vont être encore meilleures que ce que vous allez trouver sur le marché, ce qu'on dit nous sous standard ou le marché alternatif, où là, on voit des franchises extrêmement importantes, des couvertures qui des fois ne sont pas disponibles, comme des couvertures des d'eau ou autres. Donc, la première chose, essayez de parler à votre assureur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des solutions qu'on peut amener, des détecteurs de fuite d'eau, d'augmenter des franchises, d'augmenter des primes. Des fois, les assureurs peuvent avoir une certaine flexibilité là-dessus pour trouver des solutions. Oui, effectivement. Vincent, est-ce que le locataire, parce qu'on sait qu'un copropriétaire bailleur, il y a une nouvelle loi maintenant qui va obliger, l'adoption du projet de loi 41 qui va obliger tous les copropriétaires à souscrire une assurance responsabilité civile. Est-ce que le locataire donc, d'un copropriétaire devrait, lui aussi, souscrire une assurance responsabilité civile? Absolument. En fait, même moi, je recommanderais aux propriétaires de condos qui louent de l'inclure dans le bail carrément, il oblige le locataire à avoir une assurance responsabilité. Demandez une copie de l'assurance responsabilité civile de votre locataire. Et aussi, ça, c'est une chose que beaucoup de propriétaires de condos oublient, eux-mêmes de s'assurer en responsabilité pour l'unité qu'ils louent. Parce que des fois, il y a plusieurs copropriétaires qui disent « Ah, ben mon unité est louée, je ne vais pas l'assurer. » Oh, attendez, là.
C'est une grave, grave erreur. J'ai vu des cas très tristes parce qu'évidemment, si votre locataire n'a pas d'assurance, si par exemple le dommage vient de votre unité parce que vous l'avez loué par exemple avec des électroménagers ou autres, vous savez comme moi, un syndicat de copropriété peut réclamer sa franchise, puis dans certains cas au centre-ville, dans les gros bâtiments, c'est 100 000, 150 000 pour réclamer ça au propriétaire de l'unité. S'il n'y a pas d'assurance responsabilité civile, là, ça va sortir de ses poches. Donc, c'est excessivement important pour les gens qui louent des unités d'assurer leur responsabilité civile et demander à vos locataires d'avoir de l'assurance, puis vérifiez-le. Demandez les copies des polices à chaque année, mettez-vous un suivi, demandez des copies des polices, incluez-le à votre bail. C'est important de se protéger là-dessus. Maître Papineau, le fameux article 1074.2, là, qui a fait l'objet. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, peut-être, monsieur. Est-ce qu'on va aller là? Mais c'est pour ça que je m'adresse aux juristes. Oh, quel jeu de mots. Au juriste Yves Papineau, avocat en droit de la copropriété, je rappelle, avocat émérite. Maître Papineau, là, l'article 1074.2 est revenu à l'esprit de la loi initiale, mais est-ce que les assureurs, selon ce que vous en savez, peut-être que Vincent pourrait nous répondre aussi, est-ce que les assureurs paient, parce que les assureurs faisaient une mauvaise interprétation, disaient certains juristes, est-ce que maintenant, tout est rentré dans l'ordre et les assureurs, si un copropriétaire si un copropriétaire est fautif d'un sinistre dans son unité, est-ce que le syndicat peut réclamer à son assureur la franchise qu'il doit payer? Est-ce que c'est rentré dans l'ordre, ça, M. Papineau? À ce que j'entends, pas du tout. Ça n'a rien changé. Les assureurs continuent. Remarquez que légalement, ils n'ont pas tort, dans le sens que l'assureur n'est pas automatiquement obligé de payer. L'assureur, même s'il y a une présomption contre son assuré, il peut y avoir des excuses, il peut y avoir tout ça, mais ce qui a changé, c'est pas le texte de loi, c'est l'attitude des assureurs qui ont décidé d'arrêter de payer, peu importe la raison, on ne paye plus. Allez à la cour, faites les démarches, et moins vous en ferez, moins ça va nous coûter cher. Ouais, donc, c'est une façon, selon vous, c'est une forme d'injustice ou vous qualifiez ça? Regardez, est-ce que c'est une forme d'injustice? Ce qui n'est pas correct, M. Sellier, c'est qu'ils ne paient plus, mais pour leur assuré, le copropriétaire, mais moi, je connais aucun copropriétaire qui a reçu une réduction de sa prime, là. Le copropriétaire continue de payer la même prime, l'assureur ne paye plus, alors faites la mathématique, l'assureur fait plus d'argent et il devrait être plus heureux, là, mais tout cas. Mais Papineau, est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'obliger les copropriétaires à s'assurer et puis en même temps, d'un autre côté, de dire on ne paye plus si, à moins que le syndicat fasse la preuve d'une faute, c'est bien ça, hein, le terme, une faute. Oui, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que les copropriétaires doivent s'assurer puis les locataires doivent s'assurer? La réponse, c'est oui. Mais c'est beau, là, taper sur le copropriétaire, taper sur le locataire, mais il faudrait peut-être taper aussi sur l'assureur. Puis lui dire, hey, on oblige les gens à s'assurer, mais vous autres, voulez-vous couvrir quand c'est le temps? Puis indemniser quand c'est le temps. Mais ça, c'est le bout que le gouvernement n'a pas encore fait, là. Maître Papineau, après, je reviens avec Valérie. Maître Papineau, en vertu de l'adoption du projet de loi 141, le fonds d'auto-assurance sera éventuellement obligatoire. Je n'ai pas la date exacte, mais il va être 2022. 2022. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, le fonds d'auto-assurance, Maître Papineau? Regardez, pour la majorité des syndicats, ça ne change rien. Moi, j'ai plusieurs syndicats qui ont déjà un fonds qui s'appelait peut-être pas fonds d'auto-assurance, qui est un fonds d'imprévu. J'en ai un à Ville-Saint-Laurent, je vous dirais, ça fait au moins 7 ou 8 ans parce qu'ils ont une franchise de 150 000 $. Alors, n'importe quel sinistre, c'est eux autres qui payaient. Alors, pour éviter des cotisations spéciales répétitives, ils ont institué un fonds qu'on a appelé, nous, un fonds d'urgence dans ce temps-là, mais c'est un fonds d'auto-assurance. Alors, c'est loin d'être une mauvaise chose parce que ça permet d'avoir l'argent quand on en a besoin plutôt que faire des contributions spéciales. Par contre, où c'est peut-être moins intéressant, ce sont, et j'en ai des clients qui sont venus voir avec ça,
des petites copropriétés, 2, 3, 4 logements, qui, eux, n'ont jamais eu, j'en ai eu, là, une dame est venue nous voir, elle dit, moi, je suis dans un triplex, les 3, ça fait 20 ans qu'on est là, on n'a jamais eu de dégâts, jamais eu de sinistre, et là, ils nous demandent de faire un fonds d'auto-assurance qui servira probablement à rien. Mais la loi est faite pour la généralité, pas pour les particularités, là. Mais il y avait déjà certains syndicats de copropriétaires avaient déjà constitué un fonds d'auto-assurance avant même que cette mesure entrera éventuellement en vigueur, là, mais avant même que la mesure apparaisse là, dans une loi. Hein. Mais ils n'avaient pas le choix. J'en ai un syndicat sur la Rive-Sud. En 2020, ils sont rendus au 7e sinistre, puis toujours des choses en bas de leur franchise de 50 000. Alors, calculez, mettons que c'est 20 000 de la fois, c'est 7 fois 20 000, ça leur prend 140 000. Si tu n'as pas déjà un certain fonds, auto-assurance, réserve, urgence, ou appelle-le comme tu veux, là, tu dis au copropriétaire, écoute, on a 140 000 de dégâts d'eau, voici ta contribution spéciale. C'est pas tout le monde qui est heureux, là. Je rappelle à nos auditeurs que le sujet d'aujourd'hui traite de la gestion des locataires dans un immeuble détenu en copropriété divise. Je suis en compagnie de Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Vincent Gaudreault, dont le micro vient d'être coupé. Courtier en assurance de dommages, il fait beaucoup dans la copropriété, ainsi que Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Valérie, j'en conviens et puis je suis heureux d'apprendre que dans 90% des cas, la situation des locataires est idéale, ou presque, disons-le. C'est une situation très, très correcte, très normale. Il y a donc une grande majorité de très bons locataires, mais il y a un 10%, comme vous dites, bon, qui se comportent comme des délinquants, on pourrait dire. Comment vous intervenez, Valérie, dans un immeuble en copropriété divise lorsque, par exemple, vous devez faire face, gérer un locataire qui fait du bruit, qui dérange? Parce que on sait qu'un locataire qui fait du bruit, il ne suffit pas d'une fois ou 2 fois pour pouvoir intervenir. Hein? Il faut que ce soit du bruit répétitif, du bruit excessif sur une longue période. Il faut documenter. Ça peut devenir lourd, ça, Valérie? Tout à fait, ça devient très lourd parce que ça demande énormément de temps. Pour monter un dossier aussi contre un locataire, il faut être bien organisé parce que ça va demander des témoins, ça va demander des témoignages basés sur des faits. Telle heure, telle date, c'est passé exactement cette chose-là. Dans un deuxième temps, on a des copropriétaires, et je les comprends, il y a des gens qui ont peur de dénoncer, donc ils dénoncent. Et par contre, quand c'est le temps de mener le dossier plus loin, on perd des gens en cours de route. Donc, il y a cette situation-là qui peut être bien problématique. Moi, je suis toujours convaincue que les bons locataires, etc. Mais c'est sûr que dans une copropriété, je l'ai déjà dit à une autre de vos émissions, il y a certaines situations où les copropriétaires et les locataires, ça cohabite plus difficilement. Et moi, je pense que la copropriété, pour que cette règle-là fonctionne bien, doit être un syndicat de copropriété qui est très rigoureux sur les règlements. Parce que si on pense juste à des déménagements, si on a juste des copropriétaires, on va avoir beaucoup moins de mouvement dans notre bâtiment. Si on a moins de mouvement, on a moins de suivi à faire sur est-ce que votre locataire a reçu les documents, tantôt on parlait des règlements, tout ça. Le syndicat doit faire ce suivi-là. Nous, chez Condo Stratégiste, actuellement, on est en train d'envoyer un courriel de masse en disant « Informez-nous qui vient, envoyez-nous le bail, l'assurance, envoyez-nous, est-ce qu'on reçu les règlements et si oui, quand? » C'est une grosse gestion pour s'assurer d'être préparé en cas qu'il arrive quelque chose. Tantôt, je parlais des déménagements. Des fois, il y a des syndicats de copropriété qui disent « Ah non, mais nous autres, on n'en veut pas de règlement. » Et quand il y a beaucoup de mouvements, c'est là qu'il y a beaucoup de bruit. On peut briser les ascenseurs, on peut briser les murs, on peut briser le porte. Ça, c'est tous des coûts substantiels qu'il faut penser comme syndicat de copropriété. Je pense que c'est important de rappeler aux auditeurs qu'un gestionnaire de copropriété ne prend pas les décisions. Il exécute ce que les administrateurs lui disent de faire ou lui donnent comme mandat, n'est-ce pas? C'est important de le rappeler aux auditeurs, mais je pense que vous jouez aussi un rôle conseil. Hein? Vous suggérez aux administrateurs
de faire telle chose? Par exemple, est-ce que vous leur dites, dans le règlement de l'immeuble, vous devriez absolument instituer une règle qui stipule des choses par rapport au déménagement? Et si vous le faites, qu'est-ce que comprennent ces règles en termes de déménagement des locataires? Qu'est-ce que vous leur dites de faire, de décrire dans ce règlement? En fait, moi, c'est sûr que comme étant propriétaire de 500 logements locatifs, c'est sûr que j'ai quand même une belle expertise et je peux bien conseiller mes administrateurs et je le vis dans mon quotidien de mon côté locataire. C'est sûr que la plupart des grands immeubles où est-ce qu'on commence à discuter de ça, les gens sont assez rapides à comprendre que si j'ai un dommage puis j'ai personne pour le surveiller, je pourrais pas prouver que qui a fait ça, etc. Donc, ils se rendent compte vite fait que ça coûte des frais au syndicat pour ne pas être bien outillés en fait de règlement. Donc, les gens nous écoutent très souvent avec des grands yeux et des grandes oreilles parce que on arrive avec des conseils. Et quand on a plusieurs bâtiments, qu'on a des expertises, c'est pour ça que les conseils d'administration, en premier lieu, en deuxième lieu, prennent un gestionnaire. Premièrement, souvent, ils prennent un gestionnaire parce qu'ils sont essoufflés. En deuxième lieu, ils veulent être conseillés, prendre les bonnes décisions. Et c'est très important ce que vous dites, que le gestionnaire ne prend pas de décision. C'est le conseil d'administration qui gère et qui prend la responsabilité des décisions qu'il fait exécuter par son gestionnaire ou autre personne. Et je pense que c'est important aussi de dire aux auditeurs que les administrateurs ont intérêt à écouter ce que le gestionnaire suggère parce que parfois, ça implique des coûts, ça implique des frais, que ce soit juridiques, que ce soit en termes de travaux. Mais je pense qu'habituellement, un gestionnaire compétent comme vous l'êtes, donnez les bonnes recommandations. Écoutez, c'est certain. Et nous, comme gestionnaires professionnels, on a accès à des gens comme Maître Papineau, avec qui on peut questionner. Maître Papineau et moi, on est sur un même conseil d'administration. Souvent, il va parler à notre CA, il va donner des conseils, tout ça. Ce qu'un conseil d'administration n'a pas. Donc, le gestionnaire peut conseiller avec des expériences et avec des connaissances qui lui sont partagées par des gens comme M. Gaudreau, quand on a des assureurs avec qui on veut parler, on veut poser des questions, tout ça. Souvent, on a accès à un bassin de fournisseurs exceptionnels qui vont nous aider à bien conseiller et coacher nos clients, si je peux utiliser le terme d'éducation. Vincent, lorsqu'un syndicat de copropriétaires vous approche pour souscrire une assurance du syndicat, pourriez-vous peut-être nous résumer essentiellement en termes de locataires, là, quelles sont les questions posées? Est-ce que vous posez des questions à savoir quel est votre pourcentage de location dans l'immeuble, ces choses-là? Oui, en fait, c'est rendu maintenant des questions standards dans le questionnaire en syndicat de copropriété. En fait, ce qu'on va demander en premier lieu, c'est est-ce que l'allocation à court terme? Ça, c'est la première question. On le voit de moins en moins. Je dois dire que depuis un an ou deux, là, c'est quelque chose qu'on voit moins. Et on a eu plus de demandes dans les dernières années là, où, quand la popularité d'Airbnb a augmenté, là, on voyait de plus en plus où certains syndicats le permettaient. Là, on le voit un peu moins. Mais c'est une question maintenant qui est demandée à peu près par tous les assureurs. Donc, évidemment, il faut que je la pose comme courtier d'assurance. La deuxième question qu'on a besoin de savoir, c'est le pourcentage de location dans le bâtiment. Une question qui est demandée aussi par la plupart des assureurs. On pose la question. Après ça, ça va être à l'assureur de juger si c'est un pourcentage qui est problématique ou pas problématique. Évidemment, parfois, c'est en fonction de l'ensemble du dossier. C'est un beau dossier, un moins beau dossier, des problèmes, moins de problèmes. Évidemment, il y a plusieurs facteurs. Aussi, chaque assureur a ses propres normes. Certains peuvent dire au-dessus de 40-50 je vais charger un peu plus cher. D'autres, au-dessus de 70-80 voudront simplement plus souscrire. Ça peut varier. Puis même ces normes-là varient des fois selon le souscripteur, selon les normes des assureurs qui peuvent changer aussi quand même assez régulièrement. Fait que c'est les deux questions qu'on pose au niveau de la location. Là, comme on sait, Vincent, qu'on est passé de 11 à 6 assureurs de copropriété en peu de temps, là, ouais. Est-ce que ça réduit un peu la marge pour le courtier d'assurance de dommages que vous êtes? C'est clair qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'assureurs avec lesquels assurer un syndicat de copropriété, ça c'est sûr. On doit naviguer, surtout dans des cas particuliers où on a, disons, des problématiques de non-renouvellement ou autres. Je dis que surtout présentement, on jongle beaucoup on fait de plus en plus de polices en participation. Où on met 2, 3, 4 assureurs sur le même syndicat de copropriété parce que à cause de certaines problématiques. On est obligé de jongler. On va prendre des assureurs différents, responsabilité civile, quand bien. On est obligé maintenant de jongler beaucoup plus
pour venir à bout, là, surtout les syndicats là, qui ont des problèmes. Je vous dis, un syndicat qui n'a pas nécessairement de problème, c'est sûr qu'un syndicat qui veut magasiner un prix, aujourd'hui, c'est plus difficile, les options sont moins là. On n'est plus vraiment dans un marché de prix. On est vraiment dans un marché. Si vous avez un bon assureur, ça va bien. Votre taux de renouvellement est quand même raisonnable. Ma suggestion, ça serait de rester avec lui. Comme disait David Ménassier, un gestionnaire de copropriété très compétent lui aussi, les assureurs n'ont plus le gros bout du bâton, ils ont tout le bâton. En fait, oui puis non, dans le sens où présentement, c'est encore un secteur qui n'est pas accessible, qui n'est pas vraiment rentable. Donc, c'est sûr que les assureurs qui soutiennent le segment, je vous dirais qu'on est à 1 ou 2 gros assureurs que ça soit vraiment compliqué. Si les 2 ou 3 plus gros assureurs au Québec, un de ceux-là déciderait d'arrêter de faire des syndicats de copropriété, ça serait vraiment, vraiment compliqué. Là. Présentement, il y a des syndicats de copropriété que je ne suis pas capable d'assurer. Ah oui, pour plusieurs raisons. Pour des problèmes de syndicats de réclamation, des fréquences de réclamation, des problèmes de construction. On a eu un cas récemment à la facture, il y avait des gros problèmes de construction. C'est rare, là, honnêtement. En tout cas, à date, là, dans mon bureau, on a sauvé tout le monde, sauf un qu'on n'est pas capable de souscrire au complet. Mais en règle générale, on réussit à trouver des façons de le faire. Mais je vous dirais que de plus en plus, là, ça se règle 2 jours avant la date d'échéance. Disons qu'on a chaud. Et Vincent, étant donné l'expertise que vous avez développée dans le domaine de la copropriété divise en termes de courtier en assurance de dommages, est-ce que vous prévenez vos copropriétaires, par exemple, ou les syndicats qui veulent souscrire une assurance, est-ce que vous les invitez à l'extrême prudence, notamment si l'immeuble compte un certain nombre de locataires, en leur disant, écoutez, si jamais votre taux de réclamation est trop élevé, vous risquez de le perdre, et ensuite, vous allez devoir souscrire une assurance dont la franchise peut atteindre 50 000, 60 000, 70 000 avec des primes également qui sont prohibitives? Absolument. Parce qu'évidemment, surtout dans le cas d'un locataire qui n'est pas nécessairement là pour une longue période, peut faire des réclamations, quitter, puis dans le fond, lui, son actif n'est pas mis en péril par la situation difficile au niveau de l'assurance de ce syndicat-là. Par contre, le syndicat, après ça, peut être, si une mauvaise expérience de sinistre, peut être pris avec cette expérience-là pour 5, 6 ans, parce que ça dure dans le temps, l'expérience de sinistre. Donc, évidemment, même si le locataire est plus là depuis longtemps, le syndicat peut encore avoir les contre-coups de ce qui s'est passé. Donc, c'est excessivement important que les gestions des syndicats soient très proactives avec les locataires, que ces gens-là soient avisés des règles de prévention, des règlements de l'immeuble au même titre que chaque copropriétaire. C'est excessivement important. Maître Papineau, il y a un autre article que j'aimerais que vous commenciez, c'est l'article 1066 du Code civil du Québec, que je vais montrer à l'écran dès à présent. 1066, on remonte un peu, on remonte, on y est presque. Ce ne sera pas très long. 68, ils sont rendus plus longs, les articles. Donc, Maître Papineau, pourriez-vous nous commenter l'article 1066 du Code civil du Québec? Il dit essentiellement. Alors, ça reprend un peu pour le syndicat le pouvoir du locataire qui est dans le chapitre ou dans la section du louage. Alors, on dit qu'aucun copropriétaire ne peut faire obstacle à des travaux à être exécutés dans les parties privatives. Et on dit aussi, lorsque la partie privative est louée, donc si j'ai un locataire, le syndicat peut directement donner un avis au locataire. Il n'est pas obligé de dire à son copropriétaire locataire, donne un avis au locataire. Encore là, la loi, le Code civil du Québec, permet d'introduire une troisième personne dans un bail et la troisième personne qui n'existait pas. Alors, le syndicat peut demander au locataire d'évacuer ou peut demander au locataire de laisser rentrer des gens pour faire des travaux. Okay. Alors, le syndicat a ce pouvoir-là. Et si le locataire, lui, fait valoir ses droits, non, vous n'avez pas d'affaire à entrer chez moi, je ne veux pas que vous entriez chez moi, là, on peut avoir un gros problème. Bien, on va à la régie du logement, puis on demande l'ordonnance à la régie. Et dépendamment du secteur, dépendamment de l'état des rôles, la durée avant l'audition varie. Bon, alors, Valérie, je reviens à vous. Et je rappelle aux auditeurs que vous pouvez poser vos questions à nos invités et qui répondront avec grand plaisir, dans la mesure du possible, évidemment. On parle de la gestion des locataires dans un immeuble détenu en copropriété divise. J'ai une personne qui nous dit « Chez nous, sur 11 unités, nous avons un locataire qui est le frère du copropriétaire.
y habitent depuis 10 ans et je suis administrateur et propriétaire depuis 2 ans et on tolère depuis longtemps. Ils ne respectent pas les règlements. On a eu des dégâts d'eau. Ils paient directement les frais au syndicat. C'est pas ça normal. Il est souvent en retard, occasionne du bruit, etc. Valérie, visiblement, ce locataire fait partie du 10% des indésirables. Il faut gérer, effectivement. Il faut gérer. Il faut dans la même, puis Maître Papineau pourra commenter ce que je dis, mais dans la même orientation qu'un copropriétaire qui ferait les mêmes actes, faut immédiatement aviser le copropriétaire locataire de prendre les moyens nécessaires pour que ça cesse. Et dans le cas où il ne le prend pas, on peut intervenir directement au niveau du locataire et faire ce qu'on a dit tantôt, c'est que subroger les droits ou prendre les mesures nécessaires et de l'inscrire à la régie du logement. Comme j'ai dit tantôt aussi, il faut avoir un dossier qui est bien monté. Dépendamment le bruit, ça reste toujours une chose à prouver. Ça prend des témoins, etc., etc. Ça prend des heures, ça prend un dossier bien ficelé. Mais il faut faire un suivi. Puis ça aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, ça demande de l'énergie. Dans la question qui est posée là, on parle d'un petit syndicat, on parle d'une personne qui est en lien avec le copropriétaire. C'est une autre attitude aussi dans ce sens-là. Ou est-ce qu'il y a de l'émotion en quelque part là-dedans? Que c'est sûr qu'il faut prendre une mesure et toujours la respecter. On doit faire appliquer, on doit faire respecter les règlements. Bien, ça, c'en est un. S'il empêche la jouissance paisible des lieux, bien, il faut prendre les mesures nécessaires. Est-ce qu'il y a des administrateurs, Valérie, est-ce qu'il arrive que des administrateurs vous demandent ou qu'un copropriétaire bailleur qui souhaite louer son appartement demande que vous fassiez vous-même l'enquête sur les candidats afin de choisir la bonne personne? Bien, écoutez, moi, ça m'arrive parce que les gens savent que j'ai des logements puis j'ai une machine à l'arrière du côté de mon immobilier. J'ai une autre compagnie à côté. Mais souvent, je vais leur référer les personnes avec qui je travaille, les compagnies qui font mes enquêtes de location, etc., etc. Je donne des trucs aux gens. Je leur dis aussi que c'est important comme copropriétaire locataire d'avoir ses propres règlements dans le bail auxquels il doit ajouter ceux de la copropriété. Parce qu'il a le droit de décider, lui, dans son unité, on a droit au chien dans la copropriété, mais que lui n'y a pas le droit, il pourrait le mettre dans son bail. Il pourrait dire aux gens, tu ne fumes pas dans mon unité ou des choses comme ça. Donc, moi, j'invite les gens à encadrer beaucoup le locataire et ça peut aider les mauvaises situations. Il faut penser aussi que des compagnies qui sont des gestionnaires immobiliers et des gestionnaires de condos qui offrent un service de location aux copropriétaires. Donc, les gens qui sont fatigués, qui quittent pour l'extérieur, qui sont mal pris, tout ça, il y a des compagnies qui offrent ces services-là. Et ça, dans ces situations-là, nous, on aime ça comme gestionnaire parce que souvent, c'est des gens qui ont une machine aussi derrière eux autres et les paiements arrivent, les respects des règlements, on reçoit les informations des locataires quand il y a un mouvement, on reçoit des réservations de déménagement. Tout suit son cours beaucoup plus facilement. Fait qu'il y a des options pour les copropriétaires qui peuvent se faire aider à aller du service inclus à se faire conseiller différentes choses. OK. Une question posée par un auditeur à Vincent Gaudreau. Dans notre immeuble, nous avons eu plusieurs visites des pompiers concernant la fermeture des portes de corridor suite à une plainte d'un copropriétaire. Non, excusez-moi, c'est pas cette question-là. Ça va être la suivante. Ça va être à Maître Papineau, je pense. Peut-on réserver le droit, je pose la question à Maître Papineau, celle-ci, peut-on réserver le droit d'utiliser des équipements comme une piscine aux seuls copropriétaires et locataires à long terme, mais d'y interdire l'accès aux locataires de type Airbnb? Bonne question. Écoutez, le principe des règlements doit toujours être en relation avec la destination de l'immeuble. Si dans la déclaration, il est prévu qu'on peut louer la partie privative, je vois mal, moi, qu'on réglemente le fait qu'il y aura deux catégories. Il y a ceux qui ont le droit d'aller à la piscine, ceux qui n'ont pas le droit d'aller à la piscine. Si la déclaration le prévoit que tu peux louer, ça veut dire que tu peux céder tes droits de copropriétaire à la personne à qui tu loues. Ouais. Alors, ces règlements-là, quant à moi, il y en a plusieurs. J'en vois de plus en plus qui essaient d'introduire ça. Mais quant à moi, c'est pas valide. Tu peux pas avoir deux catégories.
de copropriétaires, ceux qui ont le droit d'y aller, puis ceux qui n'ont pas le droit d'envoyer leurs locataires. Et même si le copropriétaire bailleur est en infraction avec le règlement d'immeuble qui ne permet pas la location de type Airbnb. Ben là, regardez, moi, je ne vous dirai pas de ne pas respecter la loi, mais quand le gestionnaire me dit est-ce que je peux couper ses puces puis les accès, je leur dis que c'est une bonne idée, mais qu'il n'a pas le droit de le faire. Bon. Oui, c'est une bonne suggestion. Une bonne chose. Je n'ai pas suggéré ça, là. Non, on n'a pas suggéré, mais on le dit comme ça, là, tout bonnement, à ceux qui veulent l'entendre. Une question à Vincent Gaudreau. Dans notre immeuble, nous avons eu plusieurs visites des pompiers concernant la fermeture des portes de corridor suite à une plainte d'un copropriétaire. Le règlement municipal est muet sur le fait de tenir les portes fermées et le code du bâtiment nous dit que nous devons avoir des portes coupe-feu, mais être aussi muet sur le fait de les garder fermées. Avez-vous une situation de la sorte dans le passé? Ou est-ce que ce serait plus Maître Papineau qui pourrait y répondre? Ben, je ne sais pas, peut-être Maître Papineau peut y aller après moi. Il faudrait voir qu'est-ce que les pompiers disent, en fait. Là, je lis un peu la question de notre auditeur. Il faudrait voir qu'est-ce que les pompiers disent par rapport aux portes. C'est sûr et certain que probablement qu'un assureur ne pourrait pas dire que la porte était ouverte pour refuser d'indemniser en cas d'incendie. Donc, l'assureur paierait quand même là, que les portes soient ouvertes ou fermées. Par contre, il y a une question de sécurité, une question de sécurité pour les occupants du bâtiment. Je pense qu'il faudrait vider la question avec les pompiers. Là, quelles sont les normes et qu'est-ce qu'il faut faire. Là. Imagine que si, par exemple, une copropriété n'est pas conforme en termes de sécurité incendie, elle a des dispositifs d'alerte, mais elle n'est pas conforme. Est-ce que l'assureur couvre quand même en cas d'incendie? Ben, en fait, l'assureur s'y inspecterait et verrait certaines choses qui ne seraient pas sécuritaires, pourrait exiger de la part du syndicat de copropriété de régler ces problèmes-là. Par exemple, des gicleurs pas conformes, des hauteurs de rampe qui ne sont pas conformes ou différentes choses qui ne vont pas là, avec les normes de sécurité. L'assureur, à ce moment-là, peut exiger de le faire. Si l'assuré ne fait pas ces travaux-là, pourrait canceller la police d'assurance. OK. Et si vous pouvez intervenir, François, si vous Oui, allez-y, Valérie. Dans le cas du service d'incendie, il y a dans les immeubles et dans les copropriétés, que vous pourrez me corriger, Maître Papineau ou M. Gaudreau, c'est qu'il y a différentes... l'assureur peut nous exiger quelque chose, de faire telle ou telle chose, et comme assuré, on doit se conformer, sinon on va nous dire « je ne t'assure pas ». La même chose pour les pompiers. Les pompiers peuvent passer dans un immeuble, que ce soit locatif ou condo, peu importe, et dire, nous, on veut que les portes coupe-feu soient fermées en tout temps ou munies de portes magnétiques qui vont se désenclencher quand il arrive une situation. Et votre auditeur, moi, ce que je lui dirais, c'est quand les pompiers passent chez nous, peu importe où nous sommes, nous devons nous conformer parce qu'ils ont la possibilité de nous émettre un avis de non-conformité. Oui. Ils peuvent aussi imposer des amendes, hein, évidemment, des amendes. Ils sont très salés d'ailleurs. Oui, effectivement, avis aux intéressés. Maître Papineau, malgré le fait, une auditrice nous pose la question, malgré le fait que l'assurance des copropriétaires est obligatoire, est-ce que c'est maintenant obligatoire ou ça va devenir obligatoire, je pense? C'est déjà obligatoire. C'est déjà obligatoire. Alors, elle dit, il n'y a pas de mesure punitive pour les gens qui refusent, parce que c'est bien beau, la loi le dit, mais si la personne n'a pas souscrit l'assurance, on a un problème. Ben, on a plus que ça, M. Cellier. Puis là, je ne vais pas donner un truc, mais j'ai une obligation de m'assurer et la réglementation, souvent, dans la déclaration de copropriété, prévoit que je dois envoyer une copie de ma police. Alors, moi, je m'assure à compter du 1er septembre, je reçois ma police d'assurance, j'en envoie une photocopie au syndicat, mais il n'y a rien qui dit que le 15 septembre, je ne l'ai pas annulé ou que l'assureur ne l'a pas annulé parce que je ne l'ai pas payé. Alors, toute cette belle réglementation-là, c'est très beau, là. L'idée est extraordinaire et très noble, mais en pratique, ça vaut ce que ça vaut, là. Valérie, est-ce que vous exigez en tant que gestionnaire de copropriété des preuves d'assurance, que ce soit à l'égard des copropriétaires ou les locataires? Absolument, mais comme dit Maître Papineau, si on n'a pas de mordant au bout du compte, ben écoutez, plus que 60% du monde ne nous répondent pas avec la police d'assurance. Donc, ça devient très lourd à gérer. Et là, le renouvellement arrive chaque année pour cette police d'assurance-là, tandis qu'un locataire, des fois, il ne change pas chaque année. Fait que ça devient très, très lourd à gérer pour le syndicat.
Et ça serait une autre chose s'il y avait une pénalité d'intégrer au bout du compte, Mais ce qu'on peut faire, M. Sellier, le règlement de l'immeuble peut, lui, par contre, imposer des pénalités et il pourrait y avoir un règlement qui dirait le syndicat peut demander d'obtenir une copie de la police d'assurance et s'il ne l'a pas obtenue au bout de 10 jours, il y a une pénalité de X dollars par jour ou quelque chose du genre. À ce moment-là, ça va inciter les copropriétaires à transmettre copie de la police. À la condition qu'il y ait une clause pénale. Oui. Vous savez, à chaque émission ou presque, on parle des clauses pénales. C'est probablement la plus belle affaire qu'il y a dans une déclaration de copropriété. C'est ce qui, tu sais, c'est comme le code de la route, là. Le code de la route, s'il n'y avait pas de contravention, ça ne sert pas à grand-chose. Vincent, est-ce que vous avez déjà dû faire face à une situation où le locataire du copropriétaire bailleur n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile et il a provoqué un sinistre? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, dans un immeuble au centre-ville qui avait une franchise de 100 000 le locataire avait causé un dommage, je pense que c'était quelque chose comme 200 000 Le syndicat a réclamé sa franchise de 100 000 en fait, au copropriétaire et au locataire, et ni l'un ni l'autre était assuré. Oh. Donc, évidemment, c'était leur patrimoine personnel qui est en jeu là-dedans. Ça peut causer des faillites, ça peut causer... C'est pour ça que les gens qui ne s'assurent pas... Une assurance de copropriétaire occupant, on parle de quelque chose qui coûte 300-400 par année, peut-être même moins que ça dans certains cas, selon le montant d'assurance que vous voulez avoir. C'est pas extrêmement dispendieux. C'est généralement quelqu'un qui a une copropriété, c'est quelque chose d'accessible. Oui. Puis ça va vous éviter des tonnes de problèmes, des tonnes et des tonnes de problèmes. Ce serait dommage que quelqu'un laisse son patrimoine financier complètement en péril pour avoir voulu sauver 250 dans l'année. Et Vincent, il y a une autre chose que j'aimerais que vous précisiez, là, parce qu'il y a des gens qui posent la question. On est un peu hors contexte, là, on sort un peu du cadre des locataires, mais la valeur de reconstruction d'un immeuble, c'est pas la valeur de revente des condos. Parce que quelqu'un m'a dit récemment, ouais, mais la valeur, par exemple, de reconstruction de l'immeuble, disons, prenons un immeuble, la valeur est de 3,3 millions. Ben, si on calcule la valeur des 16 condos, c'est beaucoup plus élevé, mais il faut faire la distinction entre la reconstruction et revente, n'est-ce pas? C'est deux choses complètement différentes. En fait, en partant juste pour vous donner une idée, il faut avoir un condo sur un terrain excessivement dispendieux au Vieux-Port. Votre terrain peut vous coûter 1 million. Je mets un condo dessus d'1 million. C'est quoi votre valeur de reconstruction? C'est 1 million parce que votre terrain lui-même, si vous passez au feu, vous avez un dégât d'eau, votre terrain reste là. Donc, même si votre condo, valeur marchande, c'est 2 millions, le montant d'assurance qui doit être sur votre police, c'est 1. Donc, c'est le même principe. Un condo peut avoir une valeur qui va fluctuer dans le temps selon l'état du marché. On sait que présentement, le marché grandit beaucoup, les valeurs montent beaucoup. Mais ça, évidemment, ça n'a pas d'influence au niveau de la valeur de reconstruction. C'est pour ça que c'est excessivement important et même obligatoire maintenant depuis la nouvelle loi. Que les syndicats doivent avoir une évaluation faite par un évaluateur professionnel, un évaluateur agréé. Et ça va vous permettre de mettre une valeur adéquate sur votre contrat d'assurance parce que juste y aller avec une règle du pouce, avec la valeur marchande, souvent, c'est un montant qui est relativement aléatoire sur la vraie valeur de reconstruction qui, elle, doit être vraiment inscrite sur votre montant d'assurance. On va en parler dans une prochaine web radio, justement, sur les assurances, peut-être même la semaine prochaine. 20h27, il nous reste 3 minutes. Valérie, dernière chose. La gestion des locataires dans une copropriété, c'est aussi faire preuve de diplomatie parce que certaines situations peuvent être délicates. Là, je parle du 10 là, de délinquants. Ce n'est pas que 100% proof, là. Ça, c'est la mienne. On se fie à votre jugement. Je pense que vous avez un bon jugement. Le locataire du copropriétaire commet une infraction. Le copropriétaire est difficile à joindre. Il est à l'étranger, c'est un investisseur étranger. Il est difficile à joindre. On l'appelle, il ne répond pas. Il est loin, il ne peut pas gérer ça. Et là, il faut intervenir en tant que gestionnaire. Donc, on peut, en tant que gestionnaire, intervenir à la place du copropriétaire bailleur pour appeler à l'ordre d'un locataire. Tout à fait. Et on doit intervenir comme syndicat. C'est vraiment, le syndicat nous demande comme gestionnaire d'intervenir, mais doit s'assurer que si un copropriétaire ne fait pas les démarches nécessaires, peu importe que ce soit pour préserver le bâtiment, la quiétude ou quoi que ce soit, le syndicat doit prendre les mesures nécessaires pour garder ça. Et s'il y a des frais chargés, ben, il pourra facturer le copropriétaire la journée où il se pointera ou quoi que ce soit, parce que ça
ça peut exiger des frais. Là, c'est ça. Et justement, on parle de locataire où le propriétaire n'est pas là, où il est loin, il habite à l'étranger. Une question particulière, mais qui vaut la peine d'être posée, qui est intéressante quand même. Maître Papineau, le locataire paie les frais de condo du propriétaire. Est-ce que c'est réglo, ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut arriver? Ça peut être une obligation qui est contenue à son bail. Le bail peut dire tu payes 500 $ de loyer plus les frais de condo. Il n'y a rien de pas correct là-dedans. C'est une condition, c'est contractuel. Là. Il y a Donc, pas de... en autant que c'est de l'argent, hein? Alors que ce soit le locataire ou le propriétaire qui paye, c'est de l'argent. Ça finit par être le locataire au bout de la ligne de toute façon. Ça finit par être le propriétaire de toute façon. À ce jour, si le locataire ne paye pas, j'ai bien l'impression que le copropriétaire va être responsable quand même. Exactement. C'est sûr. Ça. Une dernière question, je la lis. Quand est-ce que le copropriétaire est fautif pour son unité louée? Le copropriétaire n'est pas facilement au courant de l'état de son unité. Il peut ignorer les problèmes si le locataire ne les lui communique pas ou si ce dernier fait l'entretien lui-même. Ah, mais le propriétaire du logement, c'est à lui de s'occuper de ses affaires, là. Et je comprends qu'il n'est pas là, il n'habite pas là, mais il reste que c'est à lui, puis c'est lui qui est copropriétaire et c'est lui qui est responsable de son logement. Bon, alors, 20h30, c'est terminé. Ça passe vite, hein? Tout à fait. Je vous rappelle que nous parlions aujourd'hui de la gestion des locataires en copropriété en compagnie de Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci, Maître Papineau, d'avoir été présent aujourd'hui. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages dans le domaine de la copropriété. Merci, Vincent. Et Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Bonsoir à tous. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine où il sera question de l'assurance en copropriété divise. Et je pense qu'on va avoir les mêmes invités que cette semaine, si vous voulez bien vous joindre à nous. Les mêmes invités seront là la semaine prochaine. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.